Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir parce qu'il fait nuit ce soir en Mayenne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de cet échange avec vous. Et merci parce que nous avons reçu une bonne dizaine de questions. Donc je vais tenter en 30 minutes, c'est le temps que l'on s'est donné pour ce moment d'échange, de répondre au maximum de questions posées, puis celles auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, bien on les fera peut-être la prochaine fois. Alors la première question, elle est d'Antoine, je l'ai sur l'écran sous les yeux, donc c'est pour ça que je la lis. C'est Pierre qui a posé la première question. Pierre, qui dit « Ça fait environ 1 an que vous avez ouvert les États généraux de la santé. Quels changements ont pu être apportés depuis afin de mieux vivre en Mayenne ?» Alors Pierre a d'abord raison de poser cette question parce que c'est un sujet essentiel dans le département de la Mayenne et c'est pour ça que nous avions fait les États généraux de la santé qui effectivement s'étaient conclus au mois de mars l'an dernier. On aura l'occasion de faire un bilan plus précis et plus détaillé d'ici quelques semaines en organisant sans doute un petit événement pour cela. Mais vraiment, nous sommes d'abord très heureux d'avoir mis en place ce dispositif qui, depuis, a été un peu copié, peut-être même par le président de la République, un peu prétentieux de notre part, bien sûr, mais à travers le CNR, et qui est le Conseil national de la refondation, qui a inspiré un peu la même méthode. En tout cas, depuis 1 an, des choses ont déjà évolué. Nous avons adopté 25 actions, mis sur la table un budget d'un peu plus de 3 millions d'euros, pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs. Et certains ont commencé déjà à se mettre en place. Je pense par exemple aux internes, pour lesquels nous avons réussi à obtenir un aménagement des horaires de train pour faciliter leur venue à Laval, venant d'Angers, afin de correspondre au début de leur cours et de leur intervention lorsqu'ils viennent d'Angers. On va pouvoir concrétiser dans les semaines qui viennent la mise à disposition de véhicules en autopartage, leur permettant là aussi de faire des liaisons plus faciles. Et puis nous avons continué à financer par exemple 2 nouveaux intervenants, 2 nouvelles infirmiers et infirmiers de pratique avancée. Et donc on voit aujourd'hui que petit à petit ce dispositif se déploie. C'est comme un paquebot, on ne change pas les choses en 1 an, ça demande du temps. Et en tout cas, les actions mises en œuvre sont très consensuelles. Elles sont partagées par l'ensemble des acteurs qui n'arrêtent pas de souligner la qualité de ce que nous avons mis en œuvre. Avant que nous retrouvions une situation comme celle que nous avons connue, il se passera beaucoup de temps, beaucoup d'années. Et donc, il faut de la patience, de la persévérance. Et en tout cas, nous avons la conviction que nous sommes sur le bon chemin et nous allons continuer à agir en ce sens. Voilà pour Pierre. La question suivante, elle est d'Antoine. Vous avez porté l'opération Soyons culottés, c'est super, mais que comptez-vous faire pour encore plus lutter contre la précarité menstruelle et les stéréotypes liés au genre dans les collèges? Alors ça, Antoine, je ne suis pas encore ministre de l'Éducation nationale. Je n'ai pas eu de coup de fil encore sur le sujet, mais j'aimerais bien être à la manœuvre quelquefois pour pouvoir insuffler dans les programmes pédagogiques des collèges des thèmes supplémentaires et ceux qui sont évoqués ici, comme notamment les stéréotypes liés au genre et la question de la précarité menstruelle pour les jeunes filles est une question essentielle. C'est d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que nous avons été autorisés, avec la Jeune Chambre économique, qui a initié cette opération, à distribuer le questionnaire à tous les collégiens de 4e, tous les collégiennes de 4e, publics et privés, d'avoir obtenu un taux de réponse extrêmement important avec l'appui des professeurs, avec l'appui de la communauté éducative. Et puis dans quelques semaines, on finira de distribuer l'ensemble des protections menstruelles qui ont été fabriquées en Mayenne et qui vont permettre de mettre en œuvre concrètement cette opération. Et puis ensuite, sur les programmes, c'est à chaque enseignant de se saisir de ce dossier pour continuer à passer des messages vertueux. Voilà pour répondre en la circonstance à Antoine. Question de Maxime, pas Maxime Sorel, mais Maxime. La flamme olympique passera en Mayenne le 29 mai prochain. D'autres actions olympiques sont-elles prévues dans le département? Alors Maxime, d'abord, j'ai fait la même erreur que vous. Lorsque j'ai lu le 29 mai, j'ai supposé que c'était le 29 mai 2023.
Et c'est le lundi de Pentecôte. Je me suis dit, chouette. Eh bien non, ce n'est pas 2023, c'est 2024. Donc ce n'est pas le 29 mai prochain. Il faudra encore attendre 2024 pour voir cette flamme olympique qui passera effectivement en Mayenne, une journée entière, un peu à l'image du Tour de France, qui, quand il passe une journée entière dans notre département, comme c'était le cas en 2020, est une vraie fête. Alors nous avons plein d'autres actions de prévues. Déjà, un grand nombre sont mises en œuvre. Je pense aux Journées olympiques, qui sont déjà organisées 2 fois par an, avec notamment tous les jeunes et notamment les collèges en ce qui nous concerne. Je pense aux plus de 150 équipements de proximité qui vont se déployer sur 2023, 2024 et 2025. Des terrains de foot 5-5, des terrains de basket 3-3, des terrains de paddle, qui vont être financés à 100% par le public, donc par des fonds venant du conseil départemental, de l'Agence nationale du sport, et puis des comités départementaux, l'argent venant des fédérations françaises concernées. Et puis il y aura bien sûr plein de capacités et plein d'originalités que nous dévoilerons au fur et à mesure, puisque régulièrement nous annonçons de nouveaux événements dans le cadre de cette démarche olympique. Donc il y aura plein de belles occasions, et je voudrais juste souligner que le département de la Mayenne fait partie des 3 départements les plus engagés par le nombre de communes notamment qui se sont déclarées villes engagées pour les Jeux olympiques. On appelle ça terre de jeux, c'est l'appellation officielle. Et aujourd'hui, il y a plus de 120 communes sur les 242 communes de la Mayenne qui sont engagées à être terre de jeux et qui vont promouvoir aussi des actions sur leur territoire. Voilà, donc plein de belles choses en perspective. Clara, ça permet de passer à un prénom féminin. J'ai vu que vous avez fait le tour des territoires pour annoncer des subventions, mais concrètement, quels changements vont apporter les contrats de territoire? Alors ces contrats de territoire, c'est la relation contractuelle qu'a le conseil départemental avec les communes de la Mayenne, les 240 communes, et les 9 intercommunalités de la Mayenne. Ces relations contractuelles, c'est donner une enveloppe à la commune, donner une enveloppe à l'intercommunalité pour qu'elle puisse mener des projets utiles aux habitants du territoire. Car il nous semble plus judicieux, plutôt que de choisir, nous, le type d'action utile, de laisser le choix aux élus locaux de déterminer quelles sont les actions qui sont nécessaires à la population. Donc c'est une confiance que nous avons en les territoires. Nous avons doublé l'enveloppe que nous avions donnée dans le mandat précédent aux communes. Cette enveloppe est passée de 6 à 12 millions d'euros, avec notamment un bonus pour celles qui s'engagent dans des actions qui sont liées au développement durable, au bas carbone, et qui permettront à la Mayenne, vous le savez que c'est un engagement de notre part, d'être le premier département de France bas carbone en 2040 et non pas en 2050 comme doivent l'être toutes les collectivités. Et puis nous avons aussi augmenté l'enveloppe auprès des intercommunalités d'un peu plus de 15%, la passant de 18 à 20 millions d'euros, avec là en plus une obligation que chaque action devra être bas carbone. Voilà, donc ça sera 20 millions d'euros d'actions qui seront mises en œuvre pour contribuer encore un peu plus à ce que la Mayenne atteigne cet objectif. Donc vraiment une grande relation de fluidité et de confiance qui est, je crois, très appréciée par les communes de la Mayenne. Alors après Clara, c'est Rémi. Comment vouloir atteindre la neutralité carbone et continuer à investir pour le tout automobile au détriment des mobilités douces, trains, vélos, etc. Alors Rémi, d'abord, le tout automobile, il peut être électrique. À titre personnel, mon véhicule est électrique. Et lorsque je roule, je pense que je suis plutôt vertueux. Donc l'automobile, ce n'est pas forcément négatif, notamment lorsqu'elle utilise une énergie propre, ou une énergie décarbonée en tout cas. Et les routes sont aujourd'hui des sujets indispensables dans un territoire rural comme le nôtre. Nous n'avons pas le train qui dessert l'ensemble des communes de la Mayenne, ni des transports en commun suffisamment importants, même si à la fois la Val Agglomération et la région ont fait des efforts pour développer le transport collectif. Il ne permet pas à chacun de se déplacer dans de bonnes conditions. Nous ne sommes pas à Paris avec un métro qui passe toutes les 3 minutes. Et donc la route est indispensable pour nos territoires, notamment ruraux. Et sur la route, on peut y circuler en voiture et notamment on encourage
à ce que le parc soit de plus en plus vert. Nous investissons, nous, dans des véhicules pour le conseil départemental qui sont de plus en plus verts, notamment récemment qui tournent à l'hydrogène, parce que ça fait partie des technologies d'avenir. Des véhicules électriques, on a près de 25% de notre parc qui est électrique aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et puis, je vous rappelle qu'on utilise et qu'on encourage beaucoup le train. On est très vigilant sur la question des lignes TGV, des lignes LGV qui sont essentielles pour nous. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour les étudiants, on a adapté les horaires justement pour qu'ils prennent davantage, les étudiants en médecine, davantage le train que leur voiture pour aller d'Angers à Laval, ça fait partie. Et puis sur le train, on a déjà inscrit pour 2023 une ligne budgétaire pour encourager le transport des marchandises par train, où il y a un beau projet sur le territoire de Château-Gontier. Et on attend que la Val-Agglomération travaille actuellement, je le sais, et j'encourage les élus de la Val-Agglomération à poursuivre cette réflexion sur le projet de base rail-route à Saint-Berthevin qui permettrait de mettre moins de camions sur les routes et d'utiliser davantage le train pour transporter les marchandises. Donc j'espère que ce projet va avancer. Et je n'oublie pas le vélo. Je rappelle qu'on verse une subvention de 300 € pour l'acquisition d'un vélo électrique. Et depuis l'an dernier, on a dépensé plus d'1 million d'euros sur cette ligne. Plus d'1 million d'euros pour financer des vélos électriques. Je vous laisse diviser la somme par 300 et vous comprendrez que ça fait beaucoup de vélos que nous avons subventionnés sur l'ensemble du département. Et puis nous avons pris l'engagement aussi, par exemple sur les vélos, de faire en sorte qu'il y ait davantage de pistes cyclables sur le long des routes départementales, en ce qui nous concerne, les communes, l'intérieur des communes, c'est la responsabilité des communes, mais le long des voies départementales, c'est de notre responsabilité. Eh bien, nous avons là aussi plusieurs millions d'euros par an de prévus pour déployer des pistes cyclables le long des routes départementales, et on a 4-5 projets qui sont en cours de déploiement et pour lesquels les travaux vont bientôt s'engager. Voilà pour cette question sur les routes et l'automobile. Question d'Aurélien. Bonsoir, Président. Quelles vont être les animations pour les JO 2024 ? Et sinon, l'espace Mayenne est victime de son succès, et notamment pour le futsal. Ne fallait-il pas voir cette salle pour une plus grande capacité encore, sachant que le QG de l'équipe de France futsal va y prendre place aussi. Alors d'abord sur les JO, je crois qu'on a un peu répondu. On a aussi, je vous donne par exemple une autre piste à laquelle on réfléchit, c'est de créer ce qu'on appelle une fan zone. C'est de donner la possibilité pendant les JO de pouvoir permettre sans doute à de nombreux Mayennais de pouvoir assister à des représentations. Pour ceux qui ne pourront pas aller, et on sera très nombreux à ne pas pouvoir aller malheureusement assister en direct à des manifestations. On va essayer de monter quelques opérations pour emmener des Mayennais, mais on n'emmènera pas tous les Mayennais aux JO. On va en emmener un certain nombre par des tirages au sort comme on le fait habituellement. Mais voilà, on fera le maximum pour que ce soit une grande fête pour tous les Mayennais. Pour Espace Mayenne, c'est un bonheur de voir cette équipe de futsal qui, l'année de sa montée en division 1 de futsal, peut jouer dans son nouvel antre qu'est Espace Mayenne. Et lorsque j'ai le bonheur d'assister au match, et on en avait un magnifique samedi dernier contre Nantes, de voir 3500 spectateurs complètement déchaînés pour encourager l'étoile lavalloise, c'est un vrai bonheur collectif. Et ce public merveilleux mayennais qui soutient l'équipe, eh bien, c'est grâce à eux, c'est grâce à ce public et à cette osmose que la Fédération française de football a bien compris qu'il y avait là un lieu de grande qualité, à la fois par l'infrastructure, mais aussi par la qualité des spectateurs. La preuve, c'est que mardi soir, je crois que c'est mardi, contre la Serbie, c'est plein, et les places se sont vendues en quelques jours. Donc effectivement, la Fédération française a souhaité, vous l'avez bien compris, faire régulièrement des matchs de l'équipe de France ici. On en est très heureux parce qu'on assiste à des très beaux spectacles. On a vu des matchs amicaux, on aura maintenant des matchs officiels. Alors on aurait pu faire plus grand, mais plus grand c'est plus cher.
Et puis, vous savez, moi, je suis toujours très attentif à la gestion des lieux. Et on s'était donné une règle, c'était qu'il ne fallait pas que l'ensemble de la capacité des différentes salles dépasse 5000 personnes. Parce qu'on est 3500 au futsal, parce que tout le monde est assis. Mais quand on est à la boxe, et je vous rappelle que le 28 avril, il faudra venir encourager Jordi Weiss dans son combat européen, on est plus de 4000. Parce que le ring, il prend moins de place que le terrain de futsal. Et quand on est à un spectacle, ce soir, après ce moment, j'irai assister à un spectacle des Chevaliers du Fiel qui se produisent à l'Espace Mayenne. On sera près de 3000 parce que c'est assis. Mais quand il y a les spectacles debout, et ceux-ci reviennent grâce à la fin du Covid, eh bien on peut être un peu plus de 4000. Mais quand on est au-delà de 5000, les règles de sécurité sont beaucoup plus importantes. Et les règles de présence des personnes liées à la sécurité sont beaucoup plus importantes. Et donc les coûts de gestion sont beaucoup plus importants. Et donc vraiment, cette taille nous a semblé suffisante, parce qu'on ne construit pas un stade non plus, par exemple, pour les jours où on joue des finales. Et donc pour le très grand quotidien, avoir déjà, je peux vous l'assurer, 3500 spectateurs au futsal, il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui ont cette chance, et il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pensé que ça aurait fonctionné ainsi de la sorte. Donc voilà, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. C'est à la taille de notre département, et je crois qu'on est très envié et que personne n'imaginerait aujourd'hui la Mayenne sans espace Mayenne pour le sport, pour le spectacle et pour tous les événements autres. Je pense au Salon de l'Habitat qui avait lieu il y a quelques semaines. Et je ne crois jamais avoir autant été remercié par les Mayennais au titre de président de conseil départemental, ce n'est pas moi bien sûr qui l'ai fait tout seul, que pour ce beau projet d'Espace Mayenne. Et les quelques critiques qui avaient pu être émises à une certaine époque, je crois qu'elles n'ont plus place et que tout le monde voilà, est en phase avec cet élément d'attractivité, parce que c'est un élément d'attractivité, Espace Mayenne, pour à la fois, bien sûr, donner satisfaction aux Mayennais, mais surtout attirer des talents à venir en Mayenne. Voilà. Isabelle, autre question. Qu'a décidé le conseil départemental pour l'affectation de la maison éclusière d'Avenières après l'appel à projet de 2022 ? Une question très précise d'Isabelle. Le département n'a rien décidé, puisque suite à l'appel à projet, nous avons eu une seule réponse, et il a été décidé de ne pas prendre de décision. Et aussi parce qu'il y a d'autres projets dans le quartier d'Avenières, notamment portés par la ville de Laval et Laval Agglomération, et on veut s'assurer de ne pas créer de la concurrence interne. Et donc il a décidé d'attendre un peu et de reporter à 2023 cet examen. Et c'est la raison pour laquelle, comme il n'y avait en plus qu'un seul dossier, et qu'il pouvait être un peu concurrent au projet lavallois, on n'est pas là pour se faire concurrence, on est là pour travailler en complémentarité. Et donc c'est la raison pour laquelle on a différé notre décision, et en attendant, on a reloué, je crois, cette maison éclusière pour qu'elle ne reste pas inutilisée. Voilà Isabelle. Alexis, que fait le département pour la culture en Mayenne, pour soutenir les associations ? Alors, c'est une bonne question que pose Alexis, parce que quelquefois, il peut nous arriver de ne pas être visible toujours dans nos actions. Vraiment, je peux vous assurer que le département de la Mayenne fait pour la culture tout autant qu'il fait pour le sport. Mais c'est peut-être quelquefois un peu moins visible parce qu'il n'intervient pas directement. Autant pour le sport, c'est le conseil départemental qui agit, souvent avec son partenaire privilégié qui est le CDOS, le comité départemental olympique et sportif, et on a avec toute l'équipe du CDOS et son président Daniel Muraille des grandes relations de confiance qui font qu'on travaille extrêmement bien. Mais pour la culture, ce n'est pas directement le département qui a fait le choix de faire appel à une agence qu'il a créée pour ça, qui s'appelle Mayenne Culture. Mais Mayenne Culture, son budget, il est alimenté par le conseil départemental. Comme Mayenne Tourisme a son budget alimenté par le conseil départemental. Et c'est donc Mayenne Culture qui est l'interlocuteur pour l'ensemble du monde culturel et qui est doté d'un budget significatif qui lui permet d'accompagner la quasi-totalité des acteurs culturels du département. Pas un festival n'échappe à une subvention du conseil départemental. Pas beaucoup de troupes d'acteurs échappent à des subventions du conseil départemental. Nous accompagnons le cinéma, nous accompagnons Lecture en tête qui va bientôt organiser son événement.
Quand c'est le cinéma, notre partenaire, c'est bien sûr Atmosphère, qui est l'association que l'on subventionne et qu'on accompagne, et qui nous accompagne aussi, bien sûr, dans nos politiques, notamment vis-à-vis des collèges. Donc c'est peut-être un peu moins visible, mais c'est à travers Maniculture. Et puis on le fait aussi dans un deuxième axe, qui est le lien avec les intercommunalités qui développent leur saison culturelle. Et donc là, on verse une subvention à l'EPCI, à l'intercommunalité, qui lui-même, à travers sa dotation, peut aussi accompagner la production et un certain nombre de spectacles qui ont lieu sur tous les territoires. Voilà, donc je crois que c'est un peu plus de 3 millions d'euros globalement qui est concerné pour ces sommes. Et puis j'oublie pas aussi, par exemple, au titre de la musique, les opérations d'orchestre à l'école que nous mettons en œuvre et qui sont, je crois, très appréciées par de nombreux collégiens. Question, le parking de Marie, le parking d'Espace Mayenne est trop petit. Que comptez-vous faire? Alors Marie, c'est à croire qu'elle savait qu'hier soir, en fin de soirée, à 20h, nous réunissions à Espace Mayenne les riverains, commerçants, pour leur annoncer le calendrier de travaux. Alors, pas des travaux qui consistent à agrandir le parking, parce que les solutions ne sont pas d'agrandir les parkings, il n'y en aura jamais assez, mais plutôt d'utiliser les parkings existants, mais en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à proximité 2 parkings, que sont le parking de la maison du parc de l'habitat, pardon, où il y avait Darty avant, pour faire simple, pour les Lavallois et les Mayennais, je crois qu'ils connaissent, puis le parking du Carrefour, qui n'est pas très loin. Eh bien, on va créer un passage souterrain, pas pour les voitures, parce qu'on veut aussi encourager les liaisons cyclables, mais pour permettre en toute sécurité, par un passage inférieur qui passera sous la rocade et qui permettra de relier à pied, en toute sécurité, ces 2 parkings complémentaires. Voilà, donc c'est quelque chose qui va permettre sans doute de désengorger un peu le parking qui fait quand même plus de 650 places. Si tout le monde venait à 4 par voiture, ça irait assez bien, mais on n'a pas malheureusement tous pour habitude de venir à 4. On vient quelquefois à 1 ou à 2, et donc le parking sera toujours insuffisant. Je précise aussi qu'on a une relation de partenariat efficace avec Laval Agglomération, qui a intégré, et je remercie Laval Agglomération de l'avoir fait, dans sa nouvelle délégation de service public pour les transports en commun, pour les TUL, une ligne régulière qui desservira Espace Mayenne et qui, celle-ci, se terminera, je crois, à 23h30 le soir et qui permettra donc à beaucoup plus de Mayennais, pardon, beaucoup plus de Lavallois ou d'habitants de Laval Agglomération de prendre les transports en commun. Parce qu'il n'y a pas que la voiture pour venir au spectacle, on peut y venir par le transport en commun, on peut y venir aussi en vélo, et il y a déjà des pistes cyclables qui permettent d'y venir. Donc voilà, donc à la fois utiliser les parkings souterrains voisins, comme le font beaucoup d'autres acteurs, et puis privilégier d'autres moyens pour venir, que sont des transports en commun. Et merci à Laval Agglomération de nous accompagner dans cet objectif. Thomas, question, quelles sont vos actions pour aider les jeunes et les étudiants? C'est une bonne question que pose Thomas parce que ce n'est pas la politique la plus développée chez nous sur les jeunes. Parce que les communes font déjà beaucoup de choses. Alors nous, on le fait sur 2 cibles particulières. On le fait sur les collégiens, parce que c'est de notre responsabilité d'être en relation avec les collèges. Et donc on a beaucoup d'actions à travers les collégiens, beaucoup d'actions pédagogiques qui sont proposées sur le plan environnemental, sur le plan culturel, sur le plan volontaire, donc de notre part, avec des budgets que l'on accorde aux collégiens dans cet objectif. Et puis sur les étudiants, on accompagne bien évidemment la vie étudiante, pour laquelle on a cette volonté d'arriver à 10 000 étudiants à Laval. Et là, on sait qu'il faut savoir aménager notamment la ville pour la rendre la plus agréable possible. On a le projet de la maison de l'étudiant qui va permettre d'avoir notamment un lieu de partage et un lieu de vie sur le campus étudiant. Je pense aussi que pour les étudiants qui sont en difficulté, notamment qui l'ont été pendant la crise Covid et qui continuent à l'être parce que la vie chère, elle touche tout le monde et elle touche aussi les étudiants. On a mis en œuvre une épicerie sociale spécifique aux étudiants sur le campus. Et merci à nos partenaires que sont la Banque alimentaire et que sont la Croix-Rouge qui œuvrent pour la faire vivre. Et donc c'est le département qui l'a ainsi mise en œuvre. Et je crois qu'elle est malheureusement trop utilisée, ce qui est le signe de précarité d'étudiants auquel on est extrêmement attentif.
et pour lequel on met en œuvre ce type de dispositif. Et puis on essaie aussi beaucoup d'intervenir auprès du restaurant universitaire pour qu'il puisse augmenter un peu ses capacités, voilà, et qu'il y ait un peu plus d'étudiants à pouvoir accéder aux tarifs, notamment pour les étudiants boursiers, qui est d'1 euro. Voilà. Et puis c'est collectivement de comment est-ce qu'on met en œuvre un campus attractif pour avoir encore un peu plus d'étudiants. Anita, dans ce contexte inflationniste, ça fait le lien. Comment le département accompagne les ménages? Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Oui, Anita a raison. Cette inflation, elle touche toutes les familles, et forcément un peu plus encore les familles les plus modestes. Vous savez, quand on est conseiller départemental, on ne vit pas à l'extérieur de tout le monde, hein. Je suis conseiller municipal dans une commune. Je partage ma vie à rencontrer des amis mayennais et lavallois, à côtoyer dans mes différents déplacements de nombreux mayennais qui m'alertent à juste raison sur les fins de mois difficiles. Et nous, notre réponse, c'est qu'on est en première ligne. Qui est en première ligne? Bien, tous les agents du service du département à qui je veux rendre hommage, notamment tous ceux qui travaillent dans la solidarité. La solidarité, c'est quoi? C'est prendre en charge la situation des enfants qui nous sont confiés à travers la protection de l'enfance, mais c'est aussi toutes nos antennes et nos agents solidarité qui sont déployés dans le territoire et pour lesquels nos intervenants, nos assistantes sociales, pour prendre un terme collectif que tout le monde connaît bien, sont au plus près des familles en difficulté et les accompagnent. Les accompagnent à travers des sommes qui leur sont données pour finir leur fin de mois, et puis qui les accompagnent aussi lorsqu'il faut mettre en œuvre quelquefois des gestions de budget un peu plus serrées. Donc merci à tous les collaborateurs du département, ils sont nombreux, engagés dans les services sociaux. Vous savez, c'est plus de la moitié du budget du département, hein, ces missions sociales. Donc c'est effectivement au cœur de nos préoccupations. Donc nous sommes là au plus près des familles à travers nos acteurs de proximité que sont bien évidemment toutes nos assistantes sociales réparties sur tout le territoire. Et les Mayennais n'hésitent pas, et ils ont raison, à pousser leurs portes lorsqu'ils sont en difficulté. Et nous sommes là pour intervenir et nous continuerons à le faire. Anita, soyez-en persuadés. Voilà, question de Jean. Que faites-vous pour aider les agriculteurs qui galèrent dans leurs exploitations? Difficile de faire reprendre son activité en cas de départ à la retraite. D'abord, Jean, hier et avant-hier, j'étais au Salon de l'Agriculture avec le président de la Chambre d'Agriculture, avec une délégation d'une quinzaine de conseillers départementaux, d'une vingtaine d'acteurs agricoles, et on a rencontré des éleveurs, on a rencontré des éleveurs mayennais hein, qui exposaient bien évidemment au Salon de l'Agriculture, et puis nous tous, conseillers départementaux, dans nos cantons, nous sommes amenés à rencontrer la profession agricole, et nous spécifiquement, on échange régulièrement avec les organisations agricoles. Alors, certains galèrent, bien sûr, c'est clair, tout le monde ne galère pas, hein. Il y a aussi des exploitations qui vont bien, et je crois qu'il faut passer un message optimiste, et aujourd'hui j'entends plutôt ces messages optimistes de la part de la profession agricole. Même si c'est compliqué, les réglementations environnementales le sont, les réglementations européennes peuvent l'être, la nouvelle PAC peut inquiéter, mais aujourd'hui je crois que tout le monde sait que l'agriculture est indispensable pour la France, qu'on en a besoin pour nourrir nos populations. Nous, les premiers, pour les favoriser, nous avons mis en place les circuits courts vis-à-vis des collèges publics. Premier mandat, 50% de produits mayennais dans l'assiette des collégiens, maintenant 75% issus de l'agriculture mayonnaise. Et même mieux, toutes les viandes servies dans les assiettes des collèges publics mayennais devront être des viandes mayonnaises. C'est une forme de soutien à l'agriculture. Et puis, pour favoriser les transmissions et ne pas être trop long sur ce sujet, eh bien, nous avons voté dernièrement un nouveau dispositif, au-delà de l'accompagnement que nous faisons pour les installations auprès de la Chambre d'agriculture, un dispositif particulier, un peu à l'image de ce qu'on fait pour les étudiants en médecine, qui permet d'accompagner à la fois les stagiaires financièrement, leur versant une somme de 300 ou 350 € par mois pendant les 8 mois que dure le stage en règle générale. Et puis on a pensé aussi aux cédants sous forme de parrainage, et donc on accompagne aussi les cédants en la circonstance. Voilà, il est
près de 20 heures, je crois, mais il y a une question de Annie, où en est le projet de la maison de l'habitat. La maison de l'habitat, c'est une volonté de tenter de regrouper dans un même lieu tous les acteurs qui travaillent autour de l'habitat. D'abord les services internes du conseil départemental, et puis des acteurs qu'on connaît comme la DIL, comme Solia, pardon, des acronymes, qui sont effectivement dans des endroits aujourd'hui pas très bien logés, mais juste à côté de l'endroit où on veut faire la maison de l'habitat, qui est en cours de rénovation, parce qu'elle n'était pas accessible aux personnes en situation de handicap notamment, donc il y avait des travaux de remise aux normes. C'est juste en face l'entrée du lycée Ambroise Paré, hein, rue de l'Ancienne Évêché. Et on va avoir le CAUE qui va venir s'y installer. D'autres acteurs aussi frappent un peu à la porte. Donc vraiment un lieu où on pourra obtenir tous les renseignements dès qu'on veut s'intéresser aux questions d'habitat, et notamment aux questions de rénovation énergétique, qui va être un enjeu essentiel de l'habitat de demain. Les travaux sont en cours. Je pense que la rentrée de septembre sera le bon moment pour l'ouverture, qui devrait, si les travaux se passent sur le bon rythme, être la partie livrée. Voilà, je crois avoir répondu. Alors peut-être, allez, on va faire une dernière question joker. Alors la dernière, c'est, et puis après on va s'arrêter pour respecter notre timing, Nathan, qui dit « J'envisage de me rendre en Mayenne pour un week-end. Quels endroits touristiques me conseillez-vous pour 2 jours de découverte ?» Ce que je lui conseille, c'est d'abord de s'adresser à Mayenne Tourisme, qui est le bon interlocuteur pour pouvoir le renseigner sur toute l'offre. Il tape sur Internet, il va trouver des choses magnifiques. Moi, je peux lui en conseiller 3 lieux. Alors, je suis chauvin, donc c'est 3 lieux qui sont 3 lieux pour lesquels le conseil départemental est un peu plus investi. Je ne mets pas d'ordre de priorité dans les 3, hein, donc c'est un tiercé dans le désordre, si j'ose dire. Je vais d'abord lui parler du musée Robert Tatin. C'est celui qui a connu la plus forte expansion en termes de visiteurs. Sans doute parce qu'il a été, pour les Pays de la Loire, le lieu préféré de tous les Pays de la Loire, qu'il a fini 11e au niveau national. C'est un musée très original, à ciel ouvert, en partie également avec une archisculpture, et puis aussi des tableaux de ce génie qui était Robert Tatin, à Cossé-le-Vivien, donc un beau lieu de balade. Le deuxième lieu que je vais lui conseiller, c'est, pour changer un peu, c'est d'aller peut-être à Jublain, où on a des traces romaines extraordinaires, une très grande qualité. On a là un musée aussi qui peut être visité, et puis un temple magnifique. Voilà, donc une belle balade à faire à Jublain. Et puis pas très loin, finir sur des époques plus récentes, et je pense bien sûr à Sainte-Suzanne, qui est un château fort magnifique, pour lequel il y a des belles balades à faire sur les remparts, des paysages qui sont superbes. Sainte-Suzanne est un des plus beaux villages de France en même temps, et c'est vraiment génial. Et puis, comme on a le droit à un numéro de la chance, eh bien, je veux finir par l'ACEI. Pour vous encourager tous à voter pour l'ACEI. Parce que l'ACEI concourt actuellement pour être un des plus beaux, même le plus beau village de France. Il est en concurrence, il n'est pas seul, et il a besoin de vos votes. Donc c'est superbe l'ACEI. Il faut y aller bien sûr pendant les 2 jours où vous serez en Mayenne, mais il faut aller sur Internet, cliquer sur l'opération lancée par Berne, et puis du 20 février au 10 mars, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut voter pour l'ACEI les Châteaux. Donc le numéro de joker, le 4e numéro de joker, c'est l'ACEI les Châteaux. Donc passez, Nathan, un excellent week-end de 2 jours en Mayenne, et à tous ceux qui m'ont suivi, pardon d'avoir été peut-être un peu plus long, votez, et n'oubliez pas de voter pour l'ACEI. L'ACEI a besoin de votre soutien. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour vos questions. Je crois qu'il en restait 1 ou 2 à laquelle on n'a peut-être pas pu répondre. On y répondra la prochaine fois. Et n'hésitez pas à nouveau à nous envoyer vos questions. C'est comme ça que les choses avancent. Et en tout cas, je suis très heureux d'avoir eu cet échange à distance, ou en tout cas par l'outil numérique avec vous. Bonne soirée à tous et à tous. Merci.